Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'envoyer vos nouveaux sujets. Après le succès de la vidéo sur le Sigma et après le succès de la vidéo sur le Simp, vous m'avez demandé de parler des incels. Et je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant parce que malheureusement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, y compris en France, et qui risque de poser problème dans les années à venir. Alors avant de commencer, il convient de poser un avertissement. Dans cette vidéo, je ne vais absolument pas faire l'apologie des incels. Bien au contraire, puisque je vais démontrer pourquoi leurs idées sont profondément dangereuses, mais également paradoxales. Et pour ce faire, je vais me baser sur un ouvrage de Dostoïevski, un de ses célèbres romans, qui s'intitule « Les carnets du sous-sol ». Mais avant cela, je vais essayer de comprendre les origines de ce concept, les idées qui sont développées par les incels eux-mêmes, et à la fin, je vais essayer d'apporter des solutions possibles face à cette problématique qui va malheureusement être omniprésente dans nos sociétés. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est que les incels? Eh bien, il s'agit de la contraction de deux mots anglais, involuntary, celibate. Donc ça signifie littéralement en français les célibataires involontaires. Il s'agit d'hommes qui se sentent exclus automatiquement du marché sentimental parce que les femmes ne veulent pas d'eux, pour des raisons diverses et variées, parce que le physique n'est pas suffisamment attractif, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont inaptes socialement, bref, parce qu'ils n'ont pas un statut social, et par conséquent, ils sont exclus par les femmes, selon eux, du marché sentimental, alors que pourtant, eux-mêmes voudraient avoir une copine. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de différencier deux concepts, les MGTOW, les hommes qui suivent leur propre voie, qui n'ont pas envie d'avoir de relations sentimentales pour se focaliser sur eux-mêmes, donc qui décident de s'exclure de leur plein chef du marché sentimental, et les incels qui sont exclus par les autres avant tout. Il est important de noter que contrairement au Sigma et au Simp, l'incel correspond à une réalité sociologique. C'est pour ça que les sociologues emploient ce terme de plus en plus dans leurs différents travaux de recherche. Parce que malheureusement, les incels ont eu des impacts extrêmement négatifs dans le réel et pas seulement sur Internet. Mais je reviendrai sur cette question un petit peu plus loin dans la vidéo. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'on pourrait croire que la théorie de l'incel a été justement développée par un homme qui a été dans cette situation de célibat involontaire. Mais en réalité, c'est absolument pas ça, puisque le mot a été utilisé pour la première fois en 1997 par une jeune Canadienne qui utilisait le pseudonyme de Alana. Alana, elle avait créé un site internet pour parler du fait qu'elle était une célibataire involontaire parce que Alana était bisexuelle et qu'elle n'avait pas réussi à trouver de copine. Donc elle avait créé ce site internet qui servait de journal intime pour parler justement de sa condition, et très vite le site a eu une certaine popularité avec des gens qui ont également parlé de leurs conditions, et le but c'était de se donner des conseils pour trouver des solutions face au fait d'être un célibataire involontaire. Donc c'est assez cocasse de voir que c'est une femme qui a théorisé ce concept, alors même que les incels considèrent aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas être considérées comme des célibataires involontaires parce que pour eux, elles dominent le marché sentimental, donc elles ne seraient pas légitime du tout. Forcément, avec le développement d'Internet, des forums, des Discord et des subreddits, il y a eu une popularisation du terme incel. Et très vite, il y a eu d'autres groupes qui se sont formés, cette fois-ci avec des hommes qui se revendiquaient eux-mêmes comme des incels parce qu'ils avaient cette impression d'être exclus automatiquement du marché sentimental. Et ces forums, le gros problème, c'est qu'ils contenaient un certain nombre de propos extrêmement misogynes et haineux à l'encontre des femmes. C'est-à-dire que c'était un moyen pour les incels de vider leur frustration. Et quand on lit les différents forums, on peut voir à quel point certains sont extrêmes, excessifs dans leurs propos, parce qu'ils sont animés par un ressentiment qui n'a aucune limite. Alors concrètement, quelles sont les idées qui sont développées par les incels sur ces différents forums? Eh bien, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est l'idée que je vous ai mentionnée tout à l'heure qui est au cœur même de ce phénomène, de ce mouvement. C'est le fait que certains hommes partent du principe qu'ils ont été exclus automatiquement du marché sentimental
parce qu'ils ne sont pas suffisamment beaux ou parce qu'ils ne correspondent pas à certains critères de sélection des femmes et que ces dernières par conséquent les rejettent. Et là il est possible de déceler un premier paradoxe qui est énorme et qui est pourtant au cœur du phénomène incel. C'est le fait que les incels disent dans un premier temps qu'ils sont exclus automatiquement du marché sentimental. Mais dans un deuxième temps, ce sont les premiers à tenir des propos haineux à l'encontre des femmes, mais également à l'encontre des pick-up artistes, c'est-à-dire d'hommes qui consacrent un intérêt assez important pour l'art de la séduction. En France, c'est par exemple Léo des Philogines qui incarne le mieux cette figure de pick-up artiste. Parce que pour les incels, ces pick-up artistes se sont soumis à un marché sentimental inégalitaire et par conséquent, ils seraient considérés comme des traîtres. Donc le premier paradoxe, il saute aux yeux, c'est que d'un côté, ils reprochent aux femmes de ne pas s'intéresser à eux, alors que ce sont les premiers justement à être dans une forme d'inaction, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans un jeu de séduction et qu'ils refusent de parler à des femmes ou d'avoir des interactions normales avec ces dernières. Parce que chez l'incel, il y a cette volonté de trouver un bouc émissaire, de trouver un responsable. Et pour l'incel, ce responsable, c'est la femme, alors que ce sont avant tout eux les responsables parce qu'ils refusent de sortir de leur inaction. Ils restent dans leur zone de confort et cette zone de confort, c'est là où ils vont pouvoir cultiver leur haine et leur ressentiment. C'est pour cette raison que les incels ont créé une sorte de classification des individus au regard de leur positionnement dans le jeu des relations sociales. Par exemple, celui qui est en haut de cette pyramide, c'est le Tchad. Dans la vision anglo-saxonne, surtout aux États-Unis, au Canada, c'est le quarterback du lycée. C'est celui qui a toutes les filles, qui a plein d'amis. Bref, c'est le gars le plus populaire du lycée. Il a un blouson stylé, il est beau gosse, il a une grosse mâchoire. Bref, toutes les filles veulent de lui. Et les incels représentent le miroir inversé du Tchad. Eux, ce sont les perdants. Ils sont au bas de la pyramide. Pour les incels, le bouc émissaire parfait, c'est la figure de la Stacy. La Stacy, c'est un terme qui est négatif et c'est pour parler d'une femme qui est extrêmement belle, mais qui par contre est superficielle, qui ne s'intéresse qu'aux réseaux sociaux, à Instagram ou à Tinder. Et Stacy ne sort qu'avec le Tchad. Elle ne s'intéresse qu'à lui et l'incel est complètement transparent. Il n'existe pas. Donc on retrouve la logique du bouc émissaire de René Girard, c'est-à-dire que l'incel ne se rend pas compte de ses propres failles et essaye de trouver un responsable en la personne de Stacy, mais également envers le Tchad, puisque le Tchad consacre cette loi de Pareto et cette inégalité du marché sentimental. Les incels sont des adeptes de la théorie de la pilule noire. Alors là, il convient de faire un petit rappel. Il y a 3 pilules différentes. C'est dans la culture internet. Il y a d'abord la pilule bleue. C'est le fait d'être complètement naïf au regard des relations sentimentales. On est bercé d'illusions. Bref, on vit dans un monde fictif. C'est une référence claire à l'univers de Matrix. Ensuite, il y a la pilule rouge. C'est le fait d'avoir une vision réaliste et pragmatique des relations sentimentales, mais par contre, il n'y a aucune forme d'animosité ni de haine à l'encontre des hommes comme des femmes. Pourquoi? Parce qu'on est juste réaliste et il y a une volonté derrière de se développer pour maximiser ses chances de trouver un jour une partenaire avec qui on va pouvoir faire notre vie. C'est prendre en considération les règles du jeu et vouloir gagner. Et enfin, il y a la pilule noire. La pilule noire, ça reprend certaines idées de la pilule rouge, mais la grande différence, c'est qu'il y a une vision pessimiste et défaitiste des relations sentimentales. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire du jeu sentimental, du jeu des relations, parce que c'est perdu d'avance, les dés sont pipés, ça sert à rien, faut baisser les bras. Le problème des adeptes de la pilule noire, c'est qu'ils ont tendance à penser que les idées qui sont développées à l'intérieur de cette théorie sont des lois scientifiques quasiment parfaites qui s'appliquent dans tous les cas de figure. Et c'est pour ça que les idées de la pilule noire, elles sont excessives, parce que les adeptes partent du principe que s'ils sont pas beaux et riches, ils ne trouveront jamais aucune femme dans leur vie. Sur les forums des incels, il est possible aussi de retrouver un panthéon avec des personnalités historiques comme Toulouse-Lautrec ou bien Charles Baudelaire qui sont considérés par les incels comme des figures qui auraient pu appartenir à leur mouvement parce qu'ils auraient eu tout le long de leur vie aucune relation avec des femmes, du moins aucune véritable relation amoureuse.
Le principal problème, c'est que sur ces forums, les propos sont extrêmement violents et que parfois, malheureusement, ces propos peuvent avoir un impact dans le réel. Et c'est ce qui s'est passé notamment en 2014 aux États-Unis avec la tuerie d'Isla Vita en Californie qui a été perpétrée par un incel du nom de Elliot Rogers qui a tué quand même 6 personnes. Et il n'est pas le seul puisqu'il y a eu également des attaques en Angleterre mais aussi à Toronto en 2018 avec une voiture bélier qui a foncé dans la foule et qui a tué quand même 10 personnes, là encore réalisées par un incel. Donc on voit que malheureusement ces théories néfastes qui sont présentes dans un premier temps sur internet peuvent avoir des répercussions dans le réel parce que certains ont légitimé des actes odieux au regard de cette idéologie. La veille de son acte, Elliot Rogers avait laissé sur internet un manifeste qui fait 145 pages et dans lequel il explique pourquoi il a décidé de faire ce qu'il a fait au regard de son idéologie incel. Et il est possible de déceler tout au long de ces lignes des paradoxes énormes. Par exemple, Elliot Rogers ne cesse de dire que les femmes sont exclusivement attachées au statut social et à l'argent. Or, Elliot Rogers venait d'une famille assez aisée puisque son père travaillait dans l'industrie d'Hollywood, dans l'industrie du cinéma. Donc ça veut dire que normalement, il aurait dû intéresser les femmes au regard de sa logique. Or, ce fut pas le cas. De plus, il avait un comportement de démago. Il avait un ego surdimensionné. Il partait du principe que c'était un homme parfait et il ne comprenait pas pourquoi les femmes ne s'intéressaient pas à lui parce que c'était l'homme idéal. Donc pourquoi aller voir d'autres gars qui n'étaient pas à sa hauteur. De ce fait, il est possible de voir dans le comportement de certains incels des pathologies comme de la dépression, de l'anxiété, des troubles de la personnalité narcissique ou bien même encore de la bipolarité. Ces pathologies peuvent déjà exister avant que l'individu se revendique comme étant incel, mais parfois ça peut s'aggraver justement en étant dans un état de solitude extrême. Elliot Rogers explique qu'il était tout le temps seul chez lui et que ses parents pensaient qu'ils pouvaient combler leur absence en lui offrant des cadeaux et en lui donnant beaucoup d'argent. Et ça ne remplace pas la présence des parents. Ainsi, il est possible de faire un parallèle entre la condition des incels aujourd'hui et un roman de Dostoïevski qui s'intitule « Les carnets du sous-sol ». Dans les carnets du sous-sol, on suit un narrateur qui ne porte pas de nom directement, il habite dans un sous-sol, tout seul, il souffre parce qu'il a une maladie au foie, et dans un premier temps, on pourrait le plaindre. Mais le problème, c'est que ce narrateur a une haine exacerbée envers la société tout entière. Il a la rage contre tout le monde, parce que c'est un homme qui se revendique comme étant profondément méchant. Et il est d'ailleurs méchant envers lui-même, puisqu'il ne se traite pas et qu'il ne veut pas se soigner par rapport à sa maladie au foie. Donc dans la première partie du roman, le narrateur va faire un très long monologue pour expliquer à quel point il déteste les autres et la société. Ce qui est plutôt paradoxal parce que dans certains moments de rêverie, il pense devenir un héros romantique et que tout le monde l'adule. Mais d'un côté, il trouve une certaine forme de jouissance à être dans cette posture de repli sur soi et à nourrir un ressentiment exacerbé envers tout le monde. Donc c'est un personnage profondément malsain et son état d'esprit est à l'image de son sous-sol, vide, lugubre et surtout profondément malsain, profondément glauque. Quand on est en train de lire le monologue du narrateur et quand on regarde certains messages qui peuvent être postés sur des forums incel, il est possible de faire un parallèle évident. On retrouve la même misanthropie et la même volonté de trouver un bouc émissaire, un responsable à tous nos malheurs. Et c'est ce que va faire le narrateur dans la seconde partie du roman, puisqu'il va expliquer pourquoi il a la haine envers toute la société. Dans un premier temps, on apprend que le narrateur était un ancien fonctionnaire, qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a espéré pendant des années avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire une augmentation de salaire ou un meilleur poste. Mais il n'a jamais rien eu. Alors on apprend également aussi qu'il n'a jamais eu de relation normale avec ses collègues de travail. C'est-à-dire qu'il reproche à l'administration d'être à l'origine du fait qu'il n'a jamais évolué, mais il ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas lui qui est à l'origine de sa stagnation, en ayant un comportement qui est juste anormal avec ses collègues de travail ? Plus tard, le narrateur raconte une autre anecdote. Un soir, alors qu'il jouait au billard, il a croisé un officier qui a décidé de le prendre par les épaules
pour le déplacer, parce que le narrateur se trouvait sur son chemin. Certes, c'est un geste peu élégant, mais il n'y a rien de dramatique. Et pourtant, pour le narrateur, ça va être un moment profondément humiliant et il va nourrir une rancœur énorme envers cet officier. Donc pendant 2 ans, il va suivre l'officier, les pieds, etc., l'analyser. Et là encore, on retrouve le paradoxe que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, il a la haine contre cet officier, mais de l'autre, il aimerait pouvoir le provoquer en duel et qu'à la suite de ce duel, l'officier le reconnaisse comme une sorte d'ami ou comme une sorte d'égal. Le narrateur va finalement consommer sa vengeance ultime et sa vengeance, c'est quoi ? C'est juste de bousculer l'officier, de juste le bousculer au niveau de son épaule. L'officier ne comprend même pas, il se dit tiens, quelqu'un m'a bousculé, et c'est tout. Alors que pendant 2 ans, le narrateur avait ce souhait de se venger de cet officier. Et pour lui, le bousculer, c'est l'accomplissement ultime. À la fin du roman, on apprend également que le narrateur avait eu la possibilité d'avoir une relation avec une femme qu'il aimait profondément, mais là encore, il a trouvé une certaine jouissance en humiliant cette dernière, qui lui avait fait sa déclaration directement. Donc pourquoi il est possible de faire un parallèle entre les incels et ce narrateur? C'est parce que ce narrateur ne se rend pas compte qu'il est pourtant à la base de la plupart des problématiques qui ont éclaté dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est le seul responsable de son comportement misérable et son comportement a entraîné forcément une vie misérable parce qu'il parlait à personne, parce qu'il partait du principe qu'il était toujours au-dessus des autres, etc., etc. C'est surtout à cause de lui qu'il se retrouve seul dans ce sous-sol. Et c'est exactement pareil avec les incels. Les incels ne se rendent pas compte que justement en disant qu'ils sont exclus automatiquement du marché sentimental, ce sont eux qui le font tout seuls. Et surtout, on retrouve cette même logique de bouc émissaire. Il faut trouver un responsable parce que l'incel, comme le narrateur, sont incapables de se dire que le problème, c'est avant tout eux-mêmes. Alors, il est possible de se poser une question très simple. Comment lutter contre le phénomène incel ? Et malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette problématique. Pourquoi? Parce que Jordan Peterson explique qu'aujourd'hui, on vit certes dans des sociétés où règne la monogamie par le biais de l'institution du mariage, mais que cette monogamie est remise en cause par l'émergence des réseaux sociaux, des applications de rencontres, et il y a même des applications de rencontres pour les gens qui sont directement mariés, pour inciter à l'adultère. Donc pour Peterson, il y a un paradoxe qui est assez flagrant, c'est que nous sommes dans des sociétés monogames, mais les comportements deviennent de plus en plus polygames. Même si quand même il faut nuancer, puisque les chiffres montrent qu'aujourd'hui, les jeunes ont moins de relations charnelles que leurs aînés. Et pour Peterson, plus une société devient polygame, plus elle a des chances de devenir violente. C'était notamment The Economist qui avait fait un article pour démontrer que la plupart des pays les plus violents au monde étaient des pays où régnait la polygamie. Parce que pour Peterson, la polygamie consacre la loi de Pareto, des inégalités donc sur le marché sentimental, et que ces inégalités entraînent de facto des individus qui se retrouvent seuls, et ces individus qui se retrouvent seuls sont profondément frustrés et finissent par se radicaliser. Et malheureusement, vu que ces bouleversements-là, eh bien, on peut difficilement y revenir en arrière parce qu'on ne peut pas détruire les réseaux sociaux ni même les applications de rencontres, ça risque de durer. Même s'il faut noter une donnée essentielle que j'ai déjà abordée sur cette chaîne YouTube, c'est le fait que toutes les femmes et tous les individus ne se trouvent pas sur des applications de rencontres et que c'est extrêmement important de sortir de cette logique-là, de sortir de cette logique du virtuel pour voir ce qui se passe dehors. Et les incels refusent de voir ça parce que les incels sont persuadés que la réalité des relations sociales à la fois sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres sont exactement similaires aux relations dans le réel, ce qui est faux. Donc pour Peterson, l'une des solutions c'est de remettre en avant la monogamie et le mariage traditionnel, mais bon, ça risque d'être compliqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution pour le moment. La seule chose que l'on peut faire, c'est justement d'aider des personnes qui pourraient sombrer dans ce type de comportement et de nous-mêmes ne pas essayer d'embrasser les idées propres au phénomène incel. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.